Bonjour, 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 bonjour à tous. Bienvenue dans ce live où on va corriger l'épreuve de français du brevet. Puisque hier, c'était la journée des corrections. Et donc, plein de choses à vous dire, à partager avec vous sur cette épreuve 2023 du brevet métropole. Voilà. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat et puis à décliner votre identité. Est-ce que vous êtes en troisième? Est-ce que vous avez passé le brevet? Est-ce que vous avez galéré? Est-ce qu'au contraire, ça s'est bien passé? Est-ce que vous êtes là juste sans être en troisième, mais pour avoir une petite idée de comment ça se passe, une correction? On va également parler de ça. Et puis bien sûr, je mettrai ensuite ce stream sur YouTube. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Est-ce que le son, ça va? Une question que je me pose, est-ce que la musique de fond est pas trop lourde et pas trop forte pour vous? N'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà, là je peux vous montrer. Hier matin, en arrivant du coup sur le lieu de correction, hier matin, on m'a remis ça, ce gros pavé, qui est le corrigé officiel, avec du coup toutes les explications, etc. Voilà, tac, tac, tac. Les idées de barème. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne le sujet ensemble, et que je vous explique tranquillement comment on a corrigé, comment on a évalué, comment on a noté. Et puis je peux également, bien sûr, répondre à vos questions. C'est parti, boum! N'hésitez pas à n'importe quel moment à dire bonjour dans le chat, à venir interagir. Au contraire, c'est là pour ça, sinon c'est juste moi qui parle. L'intérêt, c'est aussi que vous puissiez poser vos questions. Alors, le brevet de français 2023, déjà, le sujet était relativement commun, relativement classique. Pas de grande surprise, le texte bien en lien avec le programme, un texte littéraire de qualité, on a un texte de Georges Sand, on n'a pas eu une dinguerie genre le bac de l'année dernière, où on a eu un texte difficile et un sujet créé en urgence parce qu'il y avait eu des fuites. Là, tout s'est bien passé. Et donc, on s'est retrouvé clairement avec un sujet abordable. Pour ceux qui avaient bossé, bien sûr, les questions, rien de bien compliqué, et surtout ultra prévisible. Donc, normalement, ceux qui ont taffé correctement dans l'année n'ont pas été très surpris. Alors, on est parti, on commence avec la dictée. Bon, la dictée, ça va aller vite, hein. Voilà, tac, tac, tac. Le texte de la dictée est là. Pas de grande difficulté. Je vous rappelle le barème pour la dictée. Le barème pour la dictée, c'est 1 point pour les fautes de grammaire, faute d'accord, faute de conjugaison, voilà, ou sur des mots vraiment essentiels, genre des prépositions, des trucs comme ça. Moins 0,5 par faute lexicale, donc c'est des fautes d'orthographe, en fait, toutes bêtes, des mots que vous ne savez pas écrire. Bonjour Etrexois, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc moins 0,5 pour les fautes lexicales. Et puis dernier truc pour les accents, c'est moins 0,5 toutes les 4 fautes. Donc autant vous dire que on n'a pas enlevé beaucoup de points à cause de ça. Et qu'en général, ceux à qui c'est arrivé, ils font des fautes ailleurs. Et donc le 0 est atteint bien avant qu'on se mette à compter les accents. Voilà. Autre truc intéressant que j'ignorais. Si vous mettez un mot en trop, genre vous avez écrit point au lieu de faire un point, ne rigolez pas, ça arrive. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Vous avez moins 0,5. Et idem, si vous oubliez un mot. Et là, c'est complètement con, mais du coup, c'est un peu le cheat code du brevet. Voilà, si vous ne savez pas, si vous avez peur de rater un accord, et que vous oubliez le mot, vous avez moins 0,5 au lieu de moins 1. Il vaut mieux ne pas écrire un verbe qu'on n'est pas sûr de savoir conjuguer, plutôt que de l'écrire en faisant une faute. Ce qui est un peu absurde et improbable, je le conçois tout à fait, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on nous a demandé de faire au moment de la correction du brevet. Voilà. Est-ce que tous les profs suivent les consignes absurdes qu'on nous donne au moment de la correction? Je n'en suis pas sûr du tout. Hein, parce que de la même manière, on nous demande de ne pas compter plusieurs fois les fautes qui sont... si une faute est faite sur plusieurs occurrences du même mot, on nous demande de la compter qu'une seule fois. Je sais pas, genre... qu'est-ce qu'on a ici comme mot qui a été repris? Il n'y en avait pas tellement, hein. Mais genre, si tu fais une faute sur, je sais pas, disons au hasard, automne, et que tu le rates 2 fois, on t'enlève la faute qu'une fois.
On te la compte qu'une seule fois. Sauf qu'on nous a dit que c'était la même chose pour les A avec accent, ce qui est un non-sens absolu, puisque c'est pas la même faute, puisque le A, selon le contexte, eh ben, c'est une faute qui est différente. Donc je trouve ça absurde, et beaucoup de profs trouvent ça absurde, et je pense que beaucoup de collègues n'ont pas respecté cette consigne. Voilà. Moi j'ai eu de la chance sur mon paquet de copies, ça ne m'est pas arrivé comme situation, mais je suis absolument convaincu, vu la réaction, que certains n'ont pas respecté cette consigne. Voilà. En revanche, le cheat code de ne pas écrire un mot qu'on ne sait pas accorder correctement parce que ça fait moins 0,5 au lieu de moins 1, ça, pour le coup, ça fonctionne. Voilà pour la dictée, pas de difficulté particulière. Globalement, alors j'ai eu un bon paquet de copies. Hein. J'ai eu une 60aine de copies en tout. C'était de très bonnes copies, pas de souci. Donc une trentaine questions, une trentaine rédaction. Mais j'ai mis 2 zéros sur tout le paquet. Ce qui est rare. Hein. Moi, la dernière fois que j'avais corrigé le brevet, j'avais mis plus de la moitié de 0. Donc c'était abordable, mais j'avais, je pense, de bonnes copies. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mot compliqué un peu? Hallucination, que beaucoup ne savaient pas vraiment orthographier. Ce qui n'est pas très grave, même si, bon, tout le monde connaît la fameuse hallucination collective. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. C'est bien de savoir l'orthographier, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rien de spécial. Dîner était accepté avec ou sans accent. Et c'est la même chose pour je sais plus quel mot qui était accepté avec ou sans accent circonflexe. Coûter, je crois. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu une réforme orthographique et que du coup, bah, on suit les règles, hein, tout connement. Alors, attendez, dans le corrigé, c'était pas cet endroit-là. Mais je peux vous préciser ça. Tac, tac, tac. A few moments later. Dîner et écouter, voilà, conformément aux rectifications orthographiques publiées par le Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990. Voilà ce que nous précisait notre corrigé. Donc ça, on acceptait les 2 orthographes. Pour les accents circonflexes, pas de problème. Voilà, voilà. Bon, dictée, on va pas y passer 100 ans. C'est pas méga intéressant ni compliqué. Vous avez le texte sous les yeux. Vous pouvez vérifier ce que vous avez écrit. Et Trexois, comment ça va? Tu vas voir ce qu'ont eu les petits troisièmes de cette année, c'est ça? Alors on passe à la partie questions, qui n'était pas méga compliquée, mais il y avait des petites subtilités qu'il était quand même bon de connaître et que je vais vous préciser. Bon, donc d'abord on avait le texte, donc eh bien, un texte autobiographique de George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin. Waouh, 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 que se passe-t-il? Il s'est passé un truc. Clairement, il s'est passé un truc. Mais j'ai pas vu quoi. J'ai pas vu quoi. C'est un follow, c'est un follow. Je crois que c'est un follow. Erect 3, bonjour. Est-ce que c'est bien ça qui s'est passé? Très bien, et vous, tout à fait. J'ai pas trouvé la dictée tant difficile pour le moment. Non, la dictée n'était pas très dure. La dictée n'est pas très dure. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il vient bien de se passer ce que j'ai cru voir, à savoir un follow d'Erect 3? Je dis je crois parce que j'avais mal fait mon truc OBS et c'est apparu derrière le texte, donc j'ai pas vu. En tout cas, bienvenue. Alors, donc texte voilà, autobiographique où elle raconte qu'elle jouait dans sa chambre avec son demi-frère et la fille de la bonne, et que l'imagination aidant quand on est enfant, ils se sont inventés tout un monde, voilà. Et c'était pas mal. Il n'y a pas grand-chose de plus à savoir, sinon que c'est très bien écrit. On avait en illustration une photo très connue d'un photographe non moins connu, Robert Doisneau, La Ronde des Pompons, qui reprend un peu cette idée-là, sauf que là, bah, il joue dehors, alors que dans le texte, il jouait en intérieur. Et donc voilà. Alors, avant qu'on attaque la partie question, il y a quand même un truc à comprendre, et ce truc est un peu spécial. C'est que on vous demande pas systématiquement de justifier vos réponses. Parfois, oui. Hein, là, par exemple, vous avez cherché dans le texte 3 éléments, vous avez justifié votre réponse en citant le texte, mais par exemple, ici, ça n'est pas le cas. Donc, vous pouvez ne pas justifier vos réponses. Vous avez tout à fait le droit. Mais Etrexois, qui est un ancien élève, voit très bien de quoi je veux parler. Je vous dis de systématiquement justifier vos réponses. Pourquoi? J'ai eu la confirmation hier, pendant le débrief, enfin le brief plutôt avant la correction. Vous avez des points bonus lorsque vous justifiez et que ça n'est pas demandé. Vous avez des points bonus qui sont plafonnés à 4 points. On peut mettre 1 point par réponse justifiée alors que c'était pas nécessaire. Genre la question 1,
Si vous justifiez, vous n'avez pas 2 points, vous en avez 3. Combien? C'est pas dégueu quand même. De la même manière, lorsque les questions sont pas rédigées, et c'est pour ça que j'embête mes élèves en leur disant « faut rédiger vos réponses », prenez l'habitude de rédiger vos réponses. Si vous ne le faites pas, vous perdez 1 point, vous pouvez perdre 1 point par question, et là c'est plafonné à moins 2 points sur la copie. Mais il y a un vrai enjeu en fait. C'est-à-dire que justifier, ça vous fait très clairement gagner des points, quoi. Donc, plaisantez pas avec ça. Alors, question 1. Bon, le nous de la ligne 1 renvoie, hop, c'est ici, à 3 personnes, du coup. Ces 3 personnes, ce sont Aurore, Aurore Dupin, et non pas George Sand. Ce George Sand, c'est l'auteur, enfin l'autrice, c'est sous ce nom-là qu'elle signait ses bouquins. Aurore Dupin, c'est la petite fille qu'elle était et qui a participé à ce jeu. Voilà. Et la narratrice. Ici, en fait, nous, si le nous inclut l'auteur, il l'inclut en tant que narrateur. Pourquoi? Parce que c'est une autobiographie. C'est un peu ça qui vous a perturbé, parce que vous vous êtes dit, ouais, bah, l'auteur et le narrateur, c'est la même personne dans le cadre d'une autobiographie, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est la même personne que ici on ne parle pas du narrateur. Voilà. Donc George Sand, on n'était pas censé l'accepter. On n'était pas censé l'accepter. Après, ça dépendait de comment vous aviez formulé ça, etc. Mais normalement, si vous mettiez George Sand, c'était pas bon. Fallait mettre Aurore, Ursule, donc la fille de la bonne. Où est-ce qu'on a cette explication? Je sais plus. On a Ursule ici. Ligne 15 qu'on pouvait citer, et Hippolyte, ligne 5, voilà, qui est son demi-frère. Et il fallait évidemment également préciser qu'ils étaient des enfants. Voilà. C'est marrant parce que quand j'avais découvert le sujet, je m'étais pas dit, tiens, il faut absolument mettre que c'est des enfants, mais là, c'était inclus dans le barème. Donc les enfants qui jouent, 0,5 points, et après 0,5 points par personnage. Donc Hippolyte, Aurore et Ursule. Voilà. Et si vous justifiez correctement, c'était encore mieux. C'était encore mieux. Voilà. Pas de grande difficulté, 2 points un peu cadeau. Question 2. Où se passe la scène? Comment expliquez-vous la présence d'une rivière dans ce lieu et justifiez votre réponse en citant le texte? Donc là, il faut vraiment citer. Hein. Et vous voyez surtout que la question est sur 5 points. C'est beaucoup 5 points. 5 points, c'est vraiment beaucoup. Puisque cette partie-là était sur 50, c'est 10%, quoi. Donc c'est beaucoup, hein, 5 points. Alors, la scène se passe à l'intérieur dans une chambre. Voilà. Ça, c'était 1 point. Il en restait 4 après. Voici comment fonctionnait le barème. Vous aviez 2 points. Enfin, il y avait 2 arguments, en fait, 2 éléments qu'il fallait citer ici. Chacun de ces éléments avait 1 point pour l'explication et 1 point pour la citation. Ces 2 éléments, c'était quoi? D'abord, elle est tracée à la craie pour expliquer la présence d'une rivière dans une chambre. Elle est tracée à la craie, ça on l'avait directement dans le texte. On l'avait ligne 2. Je peux retrouver ça. Bon, on va remonter après. Et ensuite, expliquer que c'était une rivière imaginaire qui existait dans l'esprit des enfants. Et on avait un élément pour le prouver à la ligne 3, donc tout ça était au tout début. Voilà, vous avez la rivière était dessinée sur le carreau avec de la craie. Donc là, pour justifier que c'est dessiné à la craie, bah, c'est écrit à la craie. Et vous aviez ligne 3, en certains endroits, elle était profonde. Voilà. On avait aussi un moment, tac, 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 un truc un peu plus loin sur... l'illusion les gagne et les saisit véritablement, par exemple. Il me fallait pas 5 minutes pour m'y plonger de si bonne foi que je perdais la notion de réalité. Je perdais la notion de réalité, par exemple, ça marchait aussi pour prouver que c'était imaginaire. Voilà. Bon, là, pareil. Alors, on avait aussi, bien sûr, Hippolyte s'était déjà noyé plusieurs fois, ce qui montre que ça n'a pas de sens. Hein. Et que tout ça, du coup, est évidemment imaginaire. Voilà. 5 points. 1 point pour dire que c'était dans une chambre, 1 point par argument et 1 point par justification. On arrive bien à 5 points. N'hésitez pas à n'importe quel moment, là, Erect 3 par exemple, si tu es en 3e et que tu as passé l'épreuve il n'y a pas longtemps, n'hésite pas à me poser des questions.
Pour vous dire, parce qu'évidemment, on a un corrigé comme ça qui est très, très figé, mais dans le concret, quand on est face à son paquet de copies, y a des moments où ça colle pas et où on est un peu en train d'un peu amené à improviser et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour évaluer de manière la plus juste possible, en fait. Donc, faut pas hésiter à demander. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Question 3. Question 3. Tac, on est là. L'illusion les gagne et les saisit véritablement, ligne 9. Cherchez dans le texte 3 éléments qui montrent que l'illusion gagne et saisit véritablement les enfants. 6 points. On vous demande 3 éléments, donc a priori, 1 point par élément, 1 point par justification. Et c'est effectivement ça. En gros, on avait 2 points par élément justifié, qu'on répartissait comme on voulait. Mais en gros, c'est ça qu'on a plus ou moins tous fait. Alors, des éléments, il y en a plein. Pour ça qu'on vous en demandait que 3. Là, on a toute une liste sur le corrigé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les enfants qui voient la rivière et le monde qui prend forme autour d'elle dans le jeu. Je croyais voir les arbres, les eaux, les rochers, une vaste campagne et tout. J'ai même des élèves qui m'ont cité ça dans les copies et qui m'ont précisé que c'était une accumulation. Donc pareil, si vous trouvez des éléments de style comme ça dans un texte pour justifier votre réponse, c'est mieux, bien sûr, je l'ai bonifié. Il touche la rivière, par exemple le froid du carreau me fit l'effet du froid véritable, l'herbe était fine et le sable doux. Ça c'est des trucs qui montrent que vraiment ils sont dans un monde parallèle. Ils éprouvent des vrais sentiments, nos rires, nos cris, la peur, avec Hippolyte qui se lamente en se lamentant, ligne 7, le paysage qui devient une menace, augmenter le danger de passer la rivière. Les filles ont peur de croiser des écrevisses aussi, ça c'est marrant. Il ne faut pas mouiller nos souliers, nous devons les ménager, puisque la narratrice pense à protéger ses souliers. Alors ça aussi, je sais pas s'il y a un seul élève de 3e en France qui l'a expliqué comme ça, mais comme élément, on nous a mis dans le corrigé, les paroles des enfants ont une valeur performative. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de 3e qui aient mis ça, mais en gros c'est pour dire que dès qu'ils disent quelque chose, ça existe, ça a un impact instantanément dans le jeu. Quand ils disent par exemple, vous pouvez vous y risquer, vous n'en aurez guère plus haut que les genoux. Je lui observais que puisque l'eau était basse, nous pouvons bien passer sans nous mouiller. Donc c'est-à-dire que dès qu'ils décident un truc, dans leur univers, dans leur monde imaginaire, ça existe. Voilà. Si nous rencontrons des écrevisses, elles nous mangeront les pieds. Voilà. Si jamais ils décident qu'il y a des écrevisses, ils vont se faire attaquer par elles. Voilà, ce genre d'éléments. 3 éléments à trouver, les citer en justifiant. Enfin, justifier en citant le texte plutôt. Voilà. Donc ça, on était sur les questions vraiment de compréhension basique. Avec une bonne méthode en justifiant, normalement ça fait les points. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors à quoi le jeu des enfants est-il comparé tout au long du texte ? Pour justifier votre réponse, relevez au moins 4 mots d'un champ lexical qui le prouve. Là on rentre dans les trucs un peu plus subtils. Les trucs un peu plus compliqués. Alors en gros, la réponse attendue, dans mon paquet, beaucoup l'ont trouvé, c'est de dire qu'on fait un parallèle avec le théâtre. Et qu'on retrouve le champ lexical du théâtre. Ça, c'est la bonne réponse, entre guillemets, la réponse attendue. Et des mots qui font référence au théâtre, il y en a un paquet. On a jeu, rôle, drame, fiction scénique, mime, illusion, mimeodrame, jouer une scène, représente, personnage, caractère, dialogue, acteur de profession, improviser sur la scène, illusion générale, imitant, dénouement, dramatique, représentation, la toile tomba. Ça fait beaucoup là, non ? Ça fait pas mal d'éléments. En tout cas, suffisamment pour parler de champ lexical, et en plus, c'est des éléments qu'on retrouve, des occurrences qu'on retrouve au début, au milieu et à la fin du texte. Donc c'est vraiment ça qui marchait le mieux, et il fallait évidemment relever des éléments, il en fallait 4, vous voyez qu'il y en avait beaucoup plus, donc ça c'était tout à fait faisable. Identifier au moins 3 moments dans le récit qui montrent que cette comparaison organise le jeu des enfants. Alors là aussi des éléments, il y en avait plusieurs, et il fallait montrer qu'il y a une évolution. Voilà. Alors au début il prépare le décor, quand il trace à la craie par exemple. On a, il répète les rôles avec, il faisait le rôle du maladroit, donc ils se répartissent en fait, plus qu'ils ne répètent. Oui c'est ça, répartition et pas répétition. Répartition des rôles, chacun joue sa partition. Il y a une phase d'action et de péripéties, il fallait trouver l'endroit guéable pour traverser, les écrevisses, naninana.
Il y a les dialogues qui sont très vrais et qui sont justement appréciés par la narratrice en disant ils jouent vraiment bien les enfants parce que contrairement aux adultes comédiens, les enfants sont persuadés que c'est vrai, ils font pas la distinction entre imaginaire et réalité. Ensuite, clou du spectacle, coup de théâtre avec Hippolyte qui décide de vraiment balancer de la flotte dans la chambre pour que ça soit plus vrai. Arrivée de la mer comme dénouement. Citation du texte. Dénouement imprévu et dramatique de notre représentation. La fin est très claire. Hein. Si je prends la fin du texte. Tac, 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 tac. Non, c'est juste au-dessus. Paf. Nous regardons la vie tous les trois, nanana. Carl Caro déteint. Ok, donc ils ont fait une bêtise. Ok. Tel fut le dénouement imprévu et dramatique de notre représentation. Rien que là, vous avez quasiment 4 éléments. La toile tomba sur les larmes, des larmes et des cris véritables. Voilà. Donc la chute, c'est vraiment la fin d'une pièce de théâtre, hein, l'équivalent de la fin d'une pièce de théâtre. En tout cas, c'est présenté comme tel. Voilà, la bonne réponse. Alors on a autre chose. Certains élèves ont mis autre chose. Alors je vais vous dire ce que j'ai lu et comment je l'ai évalué, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Si vous-même, vous avez passé le brevet lundi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis, si ça ne rentre pas dans les cas que je vais présenter. Alors, premier truc que j'ai trouvé, y a quelqu'un qui m'a dit que ça ressemblait à un film qui avait un côté cinématographique, et qui a repris, pour le justifier, le champ lexical du cinéma, et ça marche, puisque on a rôle, on a drame, fiction scénique, jouer une scène, dialogue, illusion générale, dénouement dramatique, acteur de profession, représente. Tous ces mots-là marchent aussi bien pour le théâtre que pour le cinéma, donc effectivement c'était difficile de ne pas le valider, d'autant plus si il m'évoquait des étapes progressives, les mêmes que celles que je présentais tout à l'heure pour le petit B. Donc ça marchait. Voilà, la réponse ça marchait. Je demandais à la coordo qui s'occupait de nous pour être sûr, sachant que je voulais mettre les points, elle m'a dit bien sûr, vas-y, lâche les points. Donc ça passait. On nous a précisé au brief le matin aussi que ceux qui disaient c'est comparé à une aventure et un voyage, on mettait la moitié des points. Ça dépend comment c'était fait. Voilà, ça dépend comment c'était fait. Il fallait vraiment qu'il y ait, pour moi, cette notion de comparaison. Voilà. Parce qu'il y en a par exemple qui m'ont dit voilà, c'est comparé à il y a une rivière, il faut qu'il la traverse, tout ça. Ouais, mais en fait, ça c'est pas une comparaison, c'est ce que dit le texte. La question c'était la façon dont c'est raconté, ça fait penser à quoi? Ça, c'est comparé à quoi? Et ça, c'était pas évident. Donc là, c'était vraiment l'appréciation et en fonction de la rédaction des uns et des autres. Il y en a qui m'ont dit aussi que le champ lexical, c'était celui des genres littéraires. Et c'était pas con du tout. Parce qu'il citait cette phrase-là. Pour les enfants, ces jeux-là sont tout un drame, toute une fiction scénique, parfois un roman, tout un poème, tout un voyage. Donc on a effectivement roman, poème, et on a illusion, fiction scénique. Donc on a théâtre, roman, poésie. Si vous rajoutez voyage, ça fait 4 éléments, et de fait, c'est vrai que on se dit, bah ouais, ça marche. Problème, c'est que là, le champ lexical, il est sur une phrase. Alors que le théâtre, le champ lexical du théâtre, on le retrouve vraiment tout au long du texte, donc c'est beaucoup plus significatif. Mais c'est pas couillon, donc j'ai pas mis 0 du tout, hein. J'ai gratté des points, d'autant plus quand c'était bien justifié, et d'autant plus que, identifier 3 moments dans le récit, il y en a qui m'ont dit, on retrouve complètement les étapes du schéma narratif, et qui m'ont cité différentes étapes du schéma narratif. Situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution, situation finale, on retrouve tout ça. Donc, ça pouvait se justifier avec le petit B, donc là, clairement, j'ai mis des points. J'ai pas mis la totalité parce que c'est moins évident que le théâtre, mais ça marchait très bien. Donc, ça marchait très bien, ça marchait quoi. Donc j'ai mis des points. Et je pense que si vous avez mis ça, ça a été validé. Voilà. Est-ce que parmi les viewers qui sont là, ça parle très peu dans le chat, apparaît Trexois, mais qui a déjà validé très largement son brevet, puisqu'il a été extrêmement bien formé par un professeur de qualité. Les autres là qui suivent, s'il y a des troisièmes, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez mis rapidement, pour qu'on puisse en discuter.
Question 5, on avance tranquillou. Quelle réflexion sur l'enfance le récit de cet épisode inspire-t-il à la narratrice? 2 éléments sont attendus. Vous justifierez votre réponse en citant des passages précis du texte. Voilà, ça. Donc là, c'était évidemment attendu. Et c'était sur 5 points. Donc là, c'était noté ainsi. 1,5 points par élément de réponse, avec à chaque fois 1 point de justification. Justification, c'est citation. Donc, ça fait 2,5 par élément. Il y en avait 2 de demandés. Donc, ça nous faisait bien 5 points. Quand on vous en demande 2 comme ça, pourquoi vous essayez d'en mettre 5 ? 2, ça va. Hein. Choisissez quand vous en avez plus. Comme les 4 éléments du champ lexical tout à l'heure, par exemple. Lorsque vous avez plus que ce qu'on vous demande, sélectionnez les meilleurs. N'essayez pas à tout prix de nous en mettre plus. Voilà, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, ça rentre pas dans le barème. Alors nous, on est contents, et c'est vrai qu'en plus, lorsque c'est juste et bien justifié, on peut valoriser. Hein, j'ai dit au début, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'on peut mettre des bonus. Mais, gagner du temps. Voilà. Il y en a qui n'ont pas fini. J'ai vu des copies où ils n'avaient pas fini la réécriture. Parce que quand on leur demandait dans les questions de compréhension 2 éléments, ils en mettaient 4. Donc ils font plus long au début, et arrivé à la fin, la réécriture, ils n'arrivent pas à la finir. Donc c'est dommage. Voilà. Quelle réflexion sur l'enfance le récit d'Anna inspire-t-il à la narratrice? Donc là, il y avait plein de choses à dire. En vrac, et qu'on avait comme proposition dans le corrigé, les enfants ont une capacité d'imagination qui a le pouvoir de leur faire vivre véritablement des aventures, qui les fait s'évader de la réalité. Donc là, on a pour ça l'exclamation de George Sand au début, ici, ligne 13-14. Dans quel vaste espace les enfants croient agir quand ils vont ainsi de la table au lit et de la cheminée à la porte, par exemple. Il y a de la nostalgie et de l'attendrissement avec cette même exclamation qu'on pouvait noter. Elle est nostalgique de cette époque naïve de l'enfance. Pour elle, les enfants sont meilleurs que les acteurs, ce que je vous disais tout à l'heure, que les acteurs professionnels. Ça, on le voit à la ligne 21-22, donc c'est ici. Ils ont même un dialogue très vrai, et que des acteurs de profession seraient bien embarrassés d'improviser sur la scène, avec tant d'à-propos et de fécondité. Voilà. Ils sont meilleurs que des acteurs pros. Autre réflexion, il y en avait une dernière. La narratrice oppose le monde des enfants, où l'imagination est reine, à celui des adultes, qui rappellent à l'ordre et brisent l'illusion. Après la liberté, le coin à la fin, puisqu'elle est punie. Voilà, le coin, la punition. Le personnage de la mère transforme la belle rivière des enfants en un cloaque. Il empêche le déploiement de l'imagination. Oui, puisque eux, ils avaient inventé une rivière de ouf avec des écrevisses et tout, et elle arrive. Et en fait, ils sont dans un cloaque. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas, c'est comme un égout, c'est une flaque d'eau insalubre. Voilà, donc on avait ces éléments-là. 5 points, il suffisait d'en mettre 2, pas 12. Mais 2, ça suffisait largement et c'était très bien. Voilà pour le texte. On n'était pas sur des questions méga compliquées. Il y avait un peu cette idée de théâtre qui était peut-être pas évidente pour tout le monde. Mais on avait quand même vraiment le champ lexical du théâtre qui était assez marqué, assez prononcé dans le texte de George Sand. Question photographie, enfin image. Alors, ça s'est globalement bien passé l'image, mais il y en a qui se sont crus en histoire géo, et du coup on va faire un petit point. Pourquoi cette photographie pourrait-elle illustrer le texte? Vous développerez votre réponse en vous appuyant sur 2 arguments. Chaque argument doit être justifié par une citation du texte. Par une citation du texte. Par une citation du texte. Voilà. C'est ça qui était important. Par une citation du texte. Donc ça, il fallait pas se planter. Voilà, il y en a beaucoup qui ont oublié de citer, qui m'ont expliqué des trucs, mais qui ont oublié de citer. Donc là, on a évidemment que en gros, 4 points par argument. Hein, donc c'est une question qui valait beaucoup de points. Et on attendait en gros que ça, 2 points par élément de réponse justifié et 2 points par citation. Donc voilà, c'est ça. Et il y en a plusieurs, des points communs. Donc là, en fait, on vous demandait de chercher les points communs entre la photo et le texte. Et il y en a beaucoup qui... c'est pour ça que je vous ai dit, il y en a qui confondent avec l'histoire géo. Il y en a qui m'ont dit... qui m'ont fait une description de ce que c'est. Donc, ils ont dit, voilà, c'est une photographie en noir et blanc, prise en 1955, qui met en scène 9 enfants. J'avais même pas compté, mais du coup, je crois qu'il y en a 9. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 9 enfants déguisés en marins,
qui tourne dans la rue autour d'un bateau, nanana et tout. Moi, j'étais là, mais... Ouais. Et la question, tu peux répondre à la question ou pas, s'il te plaît? Parce que la question, c'est quoi les points communs entre ça et le texte? Il y en a qui se sont dit, ouais, ça pourrait marcher. Par contre, il y a plein de trucs qui vont pas. Dans l'histoire, les enfants sont 3, ici ils sont 9. Là, il y a un bateau qui ressemble vachement à un bateau en pleine mer, puisqu'il y a des vagues, alors que eux, c'est une rivière. Ils parlent d'écrevisses. Ici, il n'y a pas d'écrevisses. Ici, ils sont déguisés. Dans l'histoire, c'est pas précisé. Mais oui, évidemment qu'il y a des différences. Robert Doisneau, il n'a pas pris cette photo pour illustrer le texte de George Sand. Évidemment qu'il y a des différences. Ce qu'on recherche, c'est les points communs. Points communs, il y a des enfants. Ils sont en train de jouer. Ils sont dans leur monde. Il y a un dessin à la craie au sol. Voilà, pareil, il y en a qui m'ont dit ça c'est dans la rue, alors que dans le texte c'est dans une chambre. Mais oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas ça la question. La question, c'est les points communs. Donc pour la craie, bon, bah, facile, la citation, on l'a déjà repérée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, les enfants ont un rôle de marin. Ça rappelle un peu le rôle de George Sand et d'Ursule, puisqu'elles enlèvent leurs chaussures, elles remontent leurs vêtements pour pouvoir traverser la rivière. Bon, ok. Pour les enfants, ces jeux-là sont tout un voyage. On avait ça dans le texte. Ça peut coller avec cette illustration. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, groupe d'enfants. Voilà. Bon, pas 1000 choses, hein. On vous a pas demandé de réinventer la poudre, simplement, voilà, s'appuyer sur vraiment les points communs. Souvenez-vous de la question. Pourquoi cette photographie pourrait-elle illustrer le texte? Donc on cherche les points communs. Important ça. Gardez bien ça à l'esprit. Voilà, cette première partie sur 32 points, c'est beaucoup, hein, 32 points. 32 points, c'est vraiment beaucoup. Et c'était, vous le voyez, relativement abordable. Relativement abordable. Allez, grammaire et compétences linguistiques, on était en gros à part une ou deux questions sur du niveau 5e, on va pas se mentir, 4e, allez, 4e. C'était pas hyper compliqué. Après, j'ai eu vraiment, ça a été plutôt réussi par les copies que j'avais dans mon paquet, mais encore une fois, j'avais un bon paquet. Donc, un paquet de qualité, voilà, d'élèves qui, je pense, avaient bien bossé. Alors, première question. En de certains endroits, elle était fort profonde, ligne 3. Voici la question 1. Quelle est la fonction grammaticale de chaque groupe de mots soulignés? C'est sur un point. Donc 0,5 pour la fonction de ça, 0,5 pour la fonction de ça. La fonction. Fonction. Pas nature, pas classe grammaticale, fonction. En de certains endroits, la fonction, c'est complément circonstanciel de lieu. Notez à quel point on est sympa. Si vous ne précisiez pas le lieu, si vous mettiez juste complément circonstanciel, c'était accepté. Ouais. Donc, bon, voilà. Voilà. Alors, pareil, il y a des profs qui ont dit, mais attendez quand même, c'est le lieu, c'est primaire en fait, on peut s'attendre à ce qu'ils le mettent. Les consignes officielles, c'était, s'il y a juste complément circonstanciel, on valide. Voilà. Quant à... Bon, ça, il n'y a pas eu d'erreur, hein, quasiment tout le monde l'a trouvé. En revanche, fort profonde, beaucoup trop m'ont dit que c'était un COD. Or, ça n'est pas possible, puisque le verbe qui est rattaché à fort profonde, dont fort profonde, enfin que fort profonde qualifie, complète, pour être plus précis, c'est bien été, donc le verbe être, à l'imparfait, et c'est bien un verbe d'état. Je vous rappelle, complément d'objet direct, objet, le O de COD signifie que c'est un objet, donc que c'est celui qui subit l'action du verbe. Or ici, c'est pas un verbe d'action, puisque c'est un verbe d'état. Donc on ne peut pas subir directement ou indirectement un état. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire du point de vue grammatical. Allez, Trixo qui dit non, on n'acceptait pas ceux qui mettaient cessé de temps. On acceptait ceux qui mettaient juste cessé. C'est pas pareil. C'est-à-dire on s'attendait. Il a été décidé dans les consignes qu'on nous a données qu'on n'attendait pas une précision de la circonstance. Mais évidemment, un mec qui met cessé de temps alors que c'est un cessé de lieu, c'est faux, bien sûr. Donc ici, c'était bien, non pas un COD, mais bien un attribut du sujet. Attribut du sujet.
Attribut du sujet. Alors, je soupçonne que j'avais un paquet de copies de latinistes. Parce que beaucoup l'ont trouvé, une immense majorité a trouvé l'attribut du sujet, alors que mes élèves non latinistes n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un attribut du sujet. Je leur rappelle chaque année, mais bien évidemment, je fais mon travail. Hein. Mais ils oublient systématiquement, alors que pour un latiniste, c'est évident, puisque sujet, attribut du sujet, c'est la même fonction, c'est la même... déclinaison. C'est ça, hein. Putain, c'est vieux pour moi. C'est du nominatif en tout cas. Voilà. C'est nominatif pour sujet, attribut du sujet, c'est la même terminaison. Donc, pour les latinistes, c'est évident, l'attribut du sujet, c'est très clair, alors que pour les autres, ça l'est nettement moins. Donc, avec le verbe être, ce que vous trouvez en posant la question quoi, parce que tous ceux qui m'ont dit que c'était un COD, parfois ils justifiaient et ils disaient, on dit elle était quoi, fort profonde. Elle était quoi, fort profonde oui, d'accord, mais ça ne te dit pas que... Si tu dis que c'est un COD, ça veut dire que fort profonde subit directement l'action d'être. Ce qui n'a pas de sens. Donc on a trouvé en français pour les verbes d'état autre chose, on appelle ça un attribut du sujet. L'attribut, c'est synonyme de caractéristique. Donc attribut du sujet. Est-ce que profonde, fort profonde, c'est bien une caractéristique de elle, qui renvoie à la rivière? Est-ce que c'est bien la rivière qui est fort profonde? Oui. Et donc ça match. Donc attribut du sujet, c'est pour ça que ça s'appelle ainsi. Bon, 0,5 points. Vous voyez que c'était quand même pas cher payé. 0,5 points pour cette question. Etrex qui nous dit oui, mais pour dire que si c'était pas précisé, c'est vague. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, déjà repérer que c'est un complément circonstanciel montre que c'est un complément non essentiel du verbe. Et déjà en soi, c'est le plus important au niveau vraiment de la structure de ta phrase. Donc voilà, c'est ça qui a encouragé cette consigne-là. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'en troisième, surtout, que c'est un complément circonstanciel, le lieu. Hein. Ça aurait été un complément circonstanciel, j'en sais rien moi, d'accompagnement, ou un complément circonstanciel de but. Je sais pas, un truc qui peut être un peu moins courant, je dis pas, mais là, de lieu, enfin, je sais pas, ça me paraît quand même abordable en troisième. En tout cas, en théorie, quoi. Abibella, merci Abibella. Merci Abibella pour le follow. Ah, j'ai pas encore tout bien. Waouh, on met les émotes par-dessus, c'est une dinguerie. Une dinguerie ce qui se passe. Merci Habib. Voilà, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre après petit b, justifiez votre analyse du premier groupe souligné en précisant les manipulations que vous avez utilisées pour identifier sa fonction grammaticale. 2 points. Donc en gros, qu'est-ce qui vous a permis de dire que c'était un complément circonstanciel ou un complément circonstanciel de lieu? Ce qui était attendu, c'était de dire c'est déplaçable et supprimable. Donc il y en a qui l'ont dit avec plus ou moins de précision et de détail, mais l'idée était la suivante. Voilà, c'est ça qui était attendu. Qu'on dise, en fait, on peut dire elle était fort profonde en de certains endroits, ou elle était, virgule, en de certains endroits fort profonde. Si on l'enlève, elle était fort profonde, le sens est le même, mais il est moins précis. Donc c'est bien non essentiel, donc c'est bien un complément circonstanciel. Voilà en gros ce qu'on attendait. Y en a qui m'ont dit aussi, parce qu'ils avaient précisé que c'était un complément circonstanciel de lieu, ça répond à la question où. Elle était fort profonde où en de certains endroits, donc là ça marchait aussi, moi je l'ai accepté, puisque j'allais pas pénaliser, alors que c'est pas ce qui était dans le corrigé, mais j'allais pas pénaliser quelqu'un qui était plus précis que ce que les rédacteurs du corrigé avaient anticipé, donc évidemment c'était tout à fait validé. Voilà, 2 points pour cette justification. Voilà, on peut le supprimer, on peut le déplacer, voilà. C'est bon, pas de... Je vérifie en même temps sur le corrigé que je vous dis pas de dinguerie par rapport à hier. Mais c'est bon. Alors, question 8. Si nous rencontrons des écrevisses, elles nous mangeront les pieds. Alors là, on est rentré dans un truc très étrange. Recopiez cette phrase en mettant la proposition subordonnée entre crochets et en entourant le mot subordonnant. Alors, première chose. On vous demande d'entourer le mot subordonnant pour une raison très simple. Très très simple. C'est que le mot subordonnant, c'est le premier mot de votre subordonné. Donc en fait, une fois que vous l'avez repéré, c'est facile de repérer votre subordonné. Alors ici, la subordonnée, je vous donne la réponse. C'était « si nous rencontrons des écrevisses ».
Et donc le mot subordonnant, c'était bien... Ah oui, non. Le mot subordonnant, c'était bien si. Moi, je peux pas... Ok, c'est pas grave. Le mot subordonnant, c'était bien si, bien sûr. Si était le mot subordonnant. Alors, moi, j'ai pas surveillé l'épreuve de français au brevet, j'ai surveillé les 3 autres, mais pour le français, j'étais pas là. Enfin, j'étais pas convoqué. Donc, j'ai pas vu le sujet tout de suite, je l'ai découvert l'après-midi pendant qu'ils étaient en maths. Et sur la pause déj, une collègue m'a dit « Ah ouais, il y avait la question de la subordonnée, machin. Le mot subordonnant, c'était si. Et donc, on en discute. » Et elle me dit « Toi, spontanément, tu dirais que c'est quoi ?» Et moi, j'ai dit « Si c'est une subordonnée qui est introduite par si, c'est forcément une subordonnée conjonctive complétive interrogative indirecte totale. » Et c'est souvent le cas. Et c'est un peu comme ça que moi, je l'avais appris à mes élèves en 4e. Je sais pas s'ils s'en rappellent. S'ils se le rappellent, pardon. Mais en fait, ici, c'est pas du tout le cas. C'est une subordonnée circonstancielle de condition. Voilà. Subordonnée circonstancielle de condition. Alors, pourquoi ? Parce qu'on peut la supprimer. Si je dis juste « elles nous mangeront les pieds », c'est moins précis, mais la phrase fonctionne, et la phrase a grosso modo le même sens. Il nous manque une condition, cette condition... Enfin, une circonstance. Cette circonstance, c'est la condition nécessaire pour qu'elle nous mange les pieds. Donc, c'est bien une circonstancielle et une circonstancielle de condition. Là, évidemment, condition, c'était pas attendu. Il fallait nous dire que c'était une circonstancielle. Pour le petit b, préciser la fonction grammaticale. Il fallait dire que c'était circonstanciel et ça suffisait. Après, si tu réfléchis 2 secondes et que tu vois que c'est une circonstancielle, tu sais que la circonstance peut être précisée, qu'elle existe. Tu dis, si nous rencontrons des écrevisses, qu'est-ce que ça évoque ? C'est pas un lieu, c'est pas un moment, donc c'est pas du temps, c'est pas une cause, c'est pas une conséquence, c'est pas un but. Voilà. Donc tu réfléchis 2 secondes, tu dis, ah, ça peut être une condition. Voilà. Mais juste nous dire circonstanciel suffisait. Alors certains m'ont dit relative parce que la relative est supprimable. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est la supprimer pour voir ce que ça donnait. Le problème, c'est que la relative, vous le savez, elle est nécessairement complément du nom. Et là, elle ne complète pas un nom, elle n'a pas d'antécédent. Ensuite, le mot subordonnant, c'est bien une conjonction de subordination, c'est si, ça n'est pas un pronom relatif. Liste des pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, ou, lequel et ses composés, si n'est pas dedans. Donc, ça ne peut pas être ça. Ça peut pas être ça. C'était nécessairement une circonstancielle. Voilà. Donc, c'était la question la plus chaude de la partie langue, de la partie grammaire, et c'est du niveau 4e, ça. Moi, je le fais avec les 4e. Donc, ça va. C'était gérable. Mais c'était le truc un peu compliqué, et c'est uniquement sur 2 points, quoi. C'est sur 2 points. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous expliquer là, qui était du coup un peu plus compliqué, c'est autant que juste dire le complément circonstanciel se supprime et se déplace, quoi. Quand tu réfléchis 2 secondes, c'est ouf. Voilà, donc pas très cher. J'ai rien oublié ici, c'est bon. Question 9. Tel fut le dénouement imprévu et dramatique de notre représentation. Observez le mot souligner, identifier et nommer les 3 éléments qui le composent. Facile. Donc on avait un préfixe D. On avait un radical. On va le mettre en vert. Et on avait un suffixe. Et ce suffixe, c'était ment. Voilà. Dénouement. Préfixe, radical, suffixe. Je l'ai fait avec mes 4e ou mes 5e, je sais plus. Il y a 15 jours, ça. Voilà. Et je leur ai dit, tous les ans, ça tombe au brevet. Depuis 30 ans. Et bim, ça tombe. Voilà. De toute façon, pour ceux qui regardent cette vidéo en replay et qui préparent le brevet 2024, vous aurez systématiquement une question sur la composition d'un mot, ici. Vous aurez systématiquement une question sur une subordonnée, ici. Et systématiquement une question sur les fonctions grammaticales et les natures. Voilà. Donc, s'il y a 3 trucs à réviser en priorité en langue, c'est ça. Ensuite, donc il fallait me dire préfixe, radical, suffixe. Expliquez le sens de ce mot en vous appuyant sur la signification des éléments qu'il compose, en vous aidant du texte.
Donc dénouement, ment qui permet de faire un nom. En gros, c'est ça qu'on attendait. Hein. Ment permet de classer dénouement dans les noms et non pas dans les adverbes. J'en ai qui m'ont dit ça sans réfléchir. C'est vrai que ment, c'est souvent pour les adverbes, mais bon, vous avez le droit aussi de réfléchir. Là, dénouement, c'est pas un adverbe, c'est un nom. Vous avez évidemment le radical qui signifie faire un nœud, et dé qui est un préfixe qui veut dire le contraire ou l'inverse. Les deux étaient acceptés. C'est-à-dire défaire un nœud. Donc un dénouement, c'est le fait de défaire un nœud, ici de défaire le nœud dramatique, donc d'arriver au bout de l'histoire, d'avoir une résolution. Voilà, tout ça c'était accepté. Alors le barème précis c'était, je vais vous le donner comme ça vous avez tout. 0,5 pour le petit a par élément identifié, donc dénouement, avec l'explication de ce que c'est, un préfixe, suffixe, etc. 0,25 si c'est bien découpé mais pas bien précisé. Genre, il y en a qui ont confondu préfixe et suffixe par exemple. Pré, ça veut dire devant, donc c'est facile de s'en souvenir. Et ensuite, pour le petit b, c'était 0,5 pour l'explication du mot, pour la définition entre guillemets du mot. Et après, on avait 0,5 pour dire que ment indique une action ou son résultat, voilà. Et que D, ça voulait dire le contraire. Voilà. Bon, on va pas rester sans temps dessus, on est sur quelque chose de relativement évident aussi. Si vous avez déjà fait du théâtre au collège, c'est-à-dire si vous êtes allé au collège et que vous avez écouté ce qui s'est passé en classe, ça c'était largement faisable. Et ensuite, on avait une réécriture. Donc il fallait réécrire le passage suivant en remplaçant Hippolyte par il sur 10 points. 10 énormes points pour ça. Donc, facile. Donc, déjà, tu remplaces Hippolyte par il avec S, tu as 1 point. C'était AIENT, 1 point. Noyer et S, 1 point. Nous les aidions, 1 point. À se retirer des grands trous ou il avec S, 1 point. Tomber AIENT, 1 point. Car il avec S, 1 point, faisait AIENT, 1 point, le rôle du maladroit ou de l'homme ivre, et il avec S, nager AIENT, sans oublier le E qui reste, hein, sinon ça fait naguer, 1 point également, en se débattant et en se lamentant. Voilà, 10 points. Moins 0,5 par faute de copie sur des mots qui n'étaient pas à transformer, et là on a demandé, et il n'y avait pas de plafond. Donc très clairement, s'il manquait, si vous rajoutiez des fautes à tous les mots, c'était infini. Évidemment, on s'arrêtait à 0. Il y en a qui ont perdu plein de points à cause des fautes de copie, évidemment. Ça, on le dit et on vous le répète depuis des années, faites attention à ça. On a accepté également ceux qui, ici, avaient transformé également en disant car ils faisaient les rôles des maladroits ou des hommes ivres. À partir du moment où l'accord de tout le groupe nominal était correct, on pouvait accepter de le mettre totalement au pluriel. C'était logique. Voilà, donc ça c'était accepté aussi. Mais c'était pas attendu. Voilà. Mais il y avait 10 points pour ça. Voilà, 1 point par forme correctement modifiée. La première forme est comprise dans ces points. Voilà. Voilà ce que dit le corrigé. Bon, ça c'était faisable. La réécriture, alors ça aussi c'est important de vous le dire. On a tous des façons différentes de corriger quand on a notre gros paquet qui arrive en début de journée de correction. Mais moi, je vous conseille toujours de répondre dans le désordre et je vous conseille toujours de commencer par la réécriture tant que vous êtes frais dans votre tête. Parce que c'est uniquement de la concentration. Normalement, vous en avez fait tout au long de l'année, vous en avez parfois déjà fait avant. Et Trexo qui est là dans le chat et que j'ai eu plus tôt en 5e, en 4e, on en faisait déjà. Donc vous en avez, c'est peut-être votre cas aussi, vous en avez peut-être déjà fait plus tôt au collège. La réécriture, vous en avez l'habitude. Et c'est uniquement de la concentration et prendre le temps de se relire, de se reposer les bonnes questions. Est-ce que j'ai bien fait d'accorder ça avec ça? Est-ce que j'ai pas oublié un ENT? Est-ce que j'ai pas rajouté des fautes à des mots pas à modifier? Voilà. Donc faites-le au début pour faire un maximum de points. 10 points, c'est énorme. Hein. 10 points, c'est vraiment énorme. Tout le reste de la langue, du coup, c'était 8 points. La réécriture vaut plus que toutes les questions qu'on a vues avant sur la construction du mot, sur les subordonnés, sur les fonctions. Ça vaut plus. C'est plus de la moitié de la partie langue.
Donc c'est vraiment pas à négliger, quoi. C'est pour ça que je vous disais, ceux qui ont perdu du temps sur la compréhension et qui ont dû foirer la réécriture, parce que moi j'en ai qui ont fait une réécriture correcte, mais qui se sont arrêtés là. Parce que plus le temps, ils ont rendu la copie. Bon, bah voilà. Hein. Car il faisait le rôle du maladroit ou de l'homme ivre et il nageait. On est déjà pratiquement à 20, moins 0,5, 0. Même si toutes les premières modifs sont justes, 0. C'est dommage. Voilà. C'est dommage. Et alors, partie rédac, j'ai été hyper agréablement surpris par les rédactions que j'ai eues. Franchement, j'ai pas mis, peut-être à part sur une ou deux copies, qui sont les 2 copies qui ont dû avoir 0 en dictée, je pense, hein, parce que voilà, il y avait 2 copies qui étaient vraiment moins bonnes que le reste de mon paquet. J'ai mis la moyenne à tout le monde en rédac. C'était pas mal du tout ce que vous avez fait, enfin en tout cas ce qu'ont fait ceux que j'ai corrigés. Et j'ai trouvé les sujets très bien. Très très bien. Alors les sujets. Sujets d'imagination. Il vous est arrivé d'être pris dans un jeu qui vous a entraîné progressivement dans une aventure imaginaire intense. Vous raconterez cet épisode à la première personne, donc ça c'était méga important. Méga important. Vous pourrez enrichir votre récit par des descriptions, l'expression des sentiments et des sensations. Alors il y a eu un truc... Et c'est ça qui dit trouver un attribut du sujet 0,5 points, remplacer un prénom par il avec S 1 point. Ouais. Ouais. C'est réel. C'est réel. Et ouais, non, c'est un peu hallucinant. Je suis d'accord avec toi, c'est hallucinant. Mais t'aurais vu le brief de début de journée. Moi, je suis un mec calme, surtout le matin. Mais il y avait des collègues qui étaient vénères sur le barème en mode mais attendez, vous êtes sérieux là? Ouais. Non, c'est effectivement, parfois il y a des trucs que tu comprends pas trop. Il y a un truc un peu bâtard en revanche sur le corrigé, c'est qu'ils ont changé la consigne pour le corrigé. Dans le corrigé, ils ont mis vous devez. Vous veillerez à enrichir. Je peux prouver ça, je vous montre le corrigé. Attendez, hop. Ouais, vous veillerez à enrichir. Or, ici, il y a marqué vous pourrez enrichir. Donc là aussi, les collègues ont gueulé, à juste titre, en disant attendez, vous avez fait un corrigé à partir du sujet que les élèves n'avaient pas, à partir d'une transformation du sujet. Donc voilà, parce qu'il y avait des points prévus pour les descriptions et tout ça. Or, il y en a certains qui ont vu pourrait c'est pouvoir, qui l'ont pas fait. Bon, après, ce qui est vrai aussi, c'est que très clairement, si tu veux faire un truc un peu long et un peu intéressant, t'es obligé de passer par des descriptions pour expliquer comment progressivement tu rentres dans une aventure imaginaire intense. T'es obligé à un moment de décrire et d'exprimer tes sentiments et de parler de sensations. Enfin, je vois pas comment tu peux le faire sans ça. Donc c'est pour ça que c'était intégré au barème. Mais voilà, les gens qui ont fait le corrigé, pas réglo sur ce coup-là, je trouve. Pas réglo. Alors le barème, assez simple. Pour ce sujet-là, l'invention, 15 points. L'organisation de la situation et la situation d'énonciation, donc comment c'est organisé et comment est faite la progression de l'histoire, 15 points aussi. Et sur l'expression, 10 points. Je peux rentrer dans le détail si ça vous intéresse. L'invention, à quoi on s'attendait? Le candidat fait un récit qui atteste la compréhension du sujet, il met en scène une aventure imaginaire, ok. Le candidat enrichit son récit par des descriptions, c'est ce que je vous disais. Le candidat exprime des sentiments et des sensations qui témoignent de l'intensité du jeu, c'est ce que je vous disais. Le candidat fait preuve d'inventivité et entre dans le jeu du récit en s'appuyant éventuellement, sur le texte de George Sand, c'était pas nécessaire. Mais voilà, en gros, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça suit le sujet? Est-ce que c'est créatif? Voilà. Est-ce que c'est bien fait, surtout? 15 points. 15 points aussi donc pour l'orga. Si je rentre dans le détail, c'est le candidat a rédigé un texte d'une longueur suffisante pour permettre l'évaluation. Donc il faut que ça soit assez long quand même. En gros, à partir de 2 pages, 1 page et demie, 2 pages, ça commence à être bien. Et que ça soit pas trop long. Moi je l'ai pas eu, mais apparemment il y en a qui ont eu des copies de 6-7 pages. Trop long, frère. Trop long. Le candidat rédige un récit à la première personne, donc ça c'était dans les consignes. Le candidat propose un récit cohérent et progressif, c'était dans la consigne. Le candidat organise son récit en suivant une progression marquée par des paragraphes et articulée de manière explicite. Ça, on n'insistera jamais là-dessus. Faites des paragraphes, soyez clairs, soyez ordonnés, soyez précis. Voilà. Donc 15 points également.
Et enfin, l'expression, structure des phrases correctes, orthographe, grammaire globalement correcte, lexique utilisé globalement approprié et précis. Est-ce qu'il a un peu plus que 3 mots de vocabulaire? Est-ce qu'il sait écrire les mots? Et est-ce qu'il sait accorder? En gros, c'est ça. J'ai eu que des très bonnes copies. Gros big up, je ne sais pas si cette personne verra un jour ma vidéo, je suis tombé sur une copie qui m'a fait un truc merveilleux en m'expliquant que le texte commençait en gros par une description de sa maison. Le candidat disait, chez moi, il y a des panneaux pour indiquer aux gens où est-ce qu'il faut aller. Chez moi, tous les murs sont blancs, etc. Donc, tu es là, dès le début, en fait. Tu es là, tu dis, qu'est-ce que c'est bizarre. Et puis, il dit, vous appelez ça un hôpital, moi, j'appelais ça ma maison quand j'étais petit. Et le meilleur jeu auquel j'ai joué de toute ma vie, c'est le jeu avec le docteur je sais pas quoi, qui un jour est venu me mettre une tenue de cosmonaute, donc un vêtement blanc, avec des petits motifs que j'aimais pas trop, mais bon, il n'y en avait pas d'autres. Et puis, qui m'a mis sur un lit et qui m'a amené quelque part pour que je parte dans l'espace, etc. Mes parents pleuraient, sans doute très émus de voir leur enfant partir dans l'espace et tout. Et il dit, voilà, si vous voulez jouer à ce jeu, il ne faut pas avoir peur des piqûres. Et en gros, il raconte une opération. Et son endormissement au moment de l'opération, enfin par l'anesthésiste, son réveil, son délire en phase de réveil, etc. Le fait que sa mère ne veut plus qu'il joue à ce jeu-là, alors que voilà. Et donc t'as tout ce délire-là autour. C'était hyper émouvant, c'était très très bien écrit, pas une faute d'orthographe, très marrant, décalé, très clair avec des descriptions de l'hôpital et tout qui étaient géniales. C'était une copie incroyable, qui a eu 20 du coup. Hein. Voilà. Si cette personne se reconnaît, fraté, je t'ai mis 20 à la rédaction parce que c'était incroyable. Et c'était une putain de bonne idée, quoi. Voilà. Mais globalement, j'ai eu des bonnes copies. Hein. Mais ça, c'était incroyable. Voilà. Donc, je valide complètement. Sujet de réflexion. Comme d'hab, beaucoup moins de sujets de réflexion que de sujets d'invention. Quoique, dans mon paquet, il y a eu pas mal de sujets de réflexion. C'est valorisé. Voilà, moi je vous le dis, c'est valoriser les sujets de réflexion. Parce que justement, vous êtes moins nombreux à avoir le courage de le faire. Donc, quand on a une trentaine de rédacs et qu'au milieu de 28 sujets d'invention, on tombe sur 2-3 réflexions, on est content. Donc déjà, c'est bien. Et vous allez voir le barème. Je vous jure que c'est rentable. Je vous jure que c'est rentable. Alors, le barème, je vais aller vite. Première partie, du coup, 20 points argumentation. L'argumentation, c'est quoi? Le candidat développe le raisonnement demandé par le sujet. Le candidat développe et articule entre plusieurs arguments. Et puis là, on avait une liste d'arguments possibles, que je ne vais pas vous résumer, en gros. Organisation du texte, 10 points. Expression, langue, 10 points. Voilà. Donc on est très clairement sur quelque chose d'hyper intéressant pour vous en termes de points en fait. Voilà. 10 points en gros pour faire une pseudo-intro, une pseudo-conclusion et faire des paragraphes. Ça c'est 10 points. Vous avez 10 points de langue et après les 20 points c'est nombre d'arguments et d'illustrations et diversité des arguments. Mais encore une fois, ça nous a été rappelé dans le brief le matin de la correction, mais c'est une évidence. Vous êtes en 3e, vous ne savez pas encore faire de vraies dissertations, et on le sait, et c'est normal. On vous demande juste, est-ce qu'il y a un début de méthode? Voilà. Est-ce que tu es capable de me faire une petite intro? Est-ce que tu es capable de me faire un lien logique entre tes arguments et pour et contre, etc. Alors la question c'était quoi? Pourquoi parle-t-on de soi et raconte-t-on sa vie dans les œuvres autobiographiques? Voilà. Plein de raisons. Pour être témoin d'une époque historique importante, pour avoir des souvenirs pour plus tard, pour être drôle. Alors ça, je ne l'ai pas eu dans les copies, mais en gros pour la nostalgie et pour créer un sentiment de joie chez les lecteurs de la même génération, par exemple, ou pour être témoin du quotidien d'une période, sans forcément que ce soit un truc historique de ouf, quoi. Donc il y en a beaucoup qui m'ont cité le journal d'Anne Frank, mais personne ne m'a cité Marcel Pagnol, et j'étais choqué. Putain, la gloire de mon père, c'est du poulet. Voilà. Donc Pagnol, personne ne me l'a mis, mais Pagnol, ça marchait. Il y avait aussi, personne ne l'a mis non plus, mais il y avait Driss Schreibi, auteur marocain. C'est La civilisation mammaire,
Où pareil, il y a toute une partie où en fait juste c'est gaulerie de voir comment on vivait à cette époque-là, l'arrivée du téléphone et tout. Donc il y a plein de choses qui sont comme ça. On avait donc évidemment le journal d'Anne Frank. Il y a un autre texte aussi que plusieurs élèves m'ont cité, que je connaissais pas. Le secret, ou Un secret, je crois, qui parle aussi du coup de la Shoah. Et voilà, il y en a qui m'ont cité Si c'est un homme de Primo Levi, bien sûr. Donc ça a beaucoup parlé Shoah pour le côté témoignage d'une époque historique particulière et particulièrement sombre. Il y avait moins de refs à la Première Guerre mondiale, mais ça marche aussi. Il y en a qui ont dit c'est l'écriture qui permet d'aider l'auteur à surmonter une épreuve. Donc là, il y avait le journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Très heureux de voir Mathias Malzieu dans plusieurs copies. Je pense que pareil, ils étaient de la même classe. Mais voilà, moi qui suis un fan de Dionysos, de la mécanique du cœur et tout ça, on en a déjà parlé, tomber sur des citations de Mathias Malzieu et que des collègues le fassent étudier en 3e, j'ai trouvé ça cool. Voilà, donc j'étais content de voir Malzieu dans plusieurs copies. Donc il y avait des exemples pertinents, des exemples que je connaissais pas, mais vous avez le droit en fait, on n'est pas obligé, nous correcteurs, de tout connaître. Et très clairement, on n'a pas le temps d'aller vérifier. Pareil, c'est un cheat code, on n'a pas le temps d'aller tout vérifier. Donc si c'est un truc... Alors par contre, c'est du poker, parce que si le mec connaît, tu peux pas commencer à raconter des dingueries. Mais bon, j'ai validé des arguments, parce que ça avait l'air bien expliqué, bien précis, sur des textes que je connaissais pas, que j'avais pas lus. Voilà, pareil pour le journal d'un vampire en pyjama de Malzieu, par exemple, je ne l'ai pas lu. Je sais de quoi ça parle, je connais la bio de l'auteur, je sais qu'il a été transplanté, qu'il a subi une transplantation cardiaque et tout ça, je le sais, donc ça va, j'avais la ref. Mais sur d'autres textes, je l'avais pas, et à partir du moment où c'était suffisamment détaillé et expliqué, c'est bon. Mais tu vois, Malzieu, par exemple, puisqu'on en parlait, des gamins qui auraient cité Malzieu sans expliquer du tout que le mec a été hospitalisé pendant des mois, qu'il a eu une transplantation cardiaque, qu'il a raconté ça dans un bouquin qui s'appelle Journal d'un vampire en pyjama. Le correcteur, il peut se dire attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est un gros mytho, voilà. Donc il faut expliquer et partir du principe qu'on ne connaît pas. Voilà. J'ai eu une ref à Rousseau aussi, mais qui m'a un peu agacé parce que la ref c'était, l'explication de l'élève c'est le premier auteur à avoir parlé de lui-même dans un bouquin, voilà. Donc pareil, Montaigne c'est du poulet, Saint-Augustin c'est du poulet, sachant que Rousseau donc c'est les Confessions. Une petite Thierry Henry. Comment s'appelle ça, c'est pas vraiment une autobiographie, mais d'où vient le titre Les Confessions? Et bah de Saint-Augustin. Voilà. Donc 1600, 1700 ans avant. Mais à part ça, Jean-Jacques est le premier, bien sûr. Voilà. Donc ça m'a un peu... C'est pas grave, hein. Mais sur le coup, je me suis dit, en fait, voilà, partez pas sur des trucs trop péremptoires en mode, oui, Rousseau, c'est le premier à avoir parlé de lui-même. Non, pas du tout. En revanche, est-ce que c'est une autobiographie qui a fait date? Oui, notamment grâce au pacte avec le lecteur en début d'autobiographie. Voilà. Donc, il y a le pacte autobiographique de Rousseau, l'intro, Confession de Rousseau qui est important. Voilà. En gros, donc ça, c'est la strat, elle est bonne. Hein. Voilà. Alors, si j'ai des conseils à donner pour les... ceux qui regardent ça pour la préparation du brevet, non pas 2023 mais 2024, s'il y en a qui regardent ça en replay sur YouTube. Alors primo, regardez ma vidéo sur ma chaîne YouTube justement où je donne des conseils pour le brevet, c'est toujours valable. Et ensuite les cheat codes récents des dernières versions du brevet. Donc à la dictée, moi je vous conseille, si vous avez un doute sur un accord, de ne pas mettre le mot. -0,5, oubli de mot, alors que c'est -1 s'il y a une faute grammaticale. Jouez pas trop avec ça non plus. Mon vrai conseil, c'est essayer d'être juste, parce que clairement, je pense que tous les collègues ne respectent pas cette consigne, parce qu'elle est un peu abusée, comme je viens de vous l'expliquer, mais c'est un cheat code. Choisissez en rédac, choisissez la réflexion, vous partez avec un a priori positif, et si vous êtes un peu clair et organisé, ça fait plaisir. Sautez des lignes, soyez très, très clair, très aéré dans vos copies pour qu'on n'ait pas de difficulté à vous lire. Voilà. Pareil, j'ai eu plutôt des copies bien écrites en termes de graphie, donc pas compliqué à déchiffrer. Et ça m'a fait gagner un temps considérable et ça fait plaisir, ça donne vraiment envie d'arrondir au-dessus. D'autant qu'on est obligé d'arrondir au-dessus. Hein. C'est systématiquement arrondi au-dessus, sauf pour la dictée, mais tout le reste est arrondi au point supérieur. Sachez-le. Ça c'est pareil, au cas où on n'était pas assez sympa.
Donc voilà, c'est vraiment ça mes idées. Et puis au niveau de la révision, de vos révisions, pour la langue, vous révisez, s'il vous plaît, pas uniquement, mais essentiellement nature et fonction, basique, les subordonnés, et la composition des mots, la construction des mots, puisque ça tombe chaque année. Vraiment. Chaque année, vous l'avez, et donc vous l'aurez l'année prochaine. J'y mets ma main à couper. Voilà. Voilà. En 2-3 mots. La correction de ce brevet, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il y a des troisièmes qui sont par là, qui sont passés et qui ont des questions ou qui veulent dire ce qu'ils ont marqué, ce qu'ils ont fait et qu'on en parle? Je vérifie, est-ce que j'ai pas autre chose d'intéressant? Si, j'ai une autre info intéressante. Il y a peu de risques que vous ayez moins de 10 sur 40 à la rédaction et moins de 13 sur 50 à la partie questions-réponses, parce qu'en dessous de ces notes-là, on est obligé de mettre un commentaire à la copie en cas de recours. Voilà, c'est la note minimale pour laquelle on est obligé, 1, de mettre un commentaire, et 2, d'exiger une double correction. Donc on peut demander à un autre collègue présent dans la même salle que nous pour corriger, ou à notre coordo le jour de la correction. Très clairement, ça fait chier tout le monde. Donc, il y en a qui le font. Hein. Parfois, il y a des copies qui sont vraiment des dingueries, donc on est obligé de le faire. Mais si votre copie n'est pas une dinguerie, il y a des collègues, je sais, c'est pas mon cas, et j'ai pas eu besoin. De toute façon, j'ai pas été dans cette situation. Encore une fois, mon paquet de copies était plutôt bon. Mais il y a des collègues qui, au brief, ont dit ouais, donc en gros, on met pas moins, quoi. Voilà. Il y a des collègues qui sont moins... je sais pas comment dire, moins consciencieux que d'autres, et qui préfèrent te mettre 13 au lieu de 11, juste pour pas être obligé de demander à un autre collègue de corriger, et pour pas avoir à te mettre de commentaires. Donc si t'as moins, c'est que, enfin tu peux contester, mais c'est que vraiment ta copie elle pue, quoi. Voilà, c'est que vraiment il n'y a rien de bon dedans, parce que ça veut dire que 2 profs sont d'accord pour dire ça vaut moins. Voilà, donc là, si c'est le cas, c'est chaud pour toi, quoi. C'est chaud pour toi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce brevet. Voilà, classique, quoi. Classique de chez classique, pas de grosses difficultés. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas cette correction. Bon courage à ceux qui préparent le bac 2024. Bon courage à ceux qui attendent les résultats du bac 2023 et pour qui c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Il y a plein de choses qui se passent sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube, à me suivre également sur Twitch, sur Insta, sur TikTok, sur n'importe quel réseau. Voilà. En ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, je fais une petite vidéo, un short par jour, avec une anecdote littéraire. Donc si vous êtes curieux, que vous voulez apprendre des choses, vous êtes au bon endroit. Merci aux nouveaux follow et à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde. Allez, maintenant on peut dire au revoir à YouTube et se faire un petit jeu. On a une petite demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait? Et Trixo, qu'est-ce qu'on fait?